Je ne saurais vous dire à quel point je me sens privilégié de participer à cet échange parce que c'est le type d'échange, et j'utilise à bon escient le mot échange parce que ce que je vois depuis quelques jours et dans nos travaux qui s'échelonnent jusqu'à minuit, c'est vraiment un échange dans le but de rechercher la meilleure solution possible et non pas un débat partisan. Et ce type de sujet qui arrive à quelques rares occasions dans l'histoire sera très certainement, le jour où je me retirerai du monde politique, un souvenir marquant du temps que j'y aurai passé, parce que sur un projet de loi, on doit à la fois avoir, bien sûr, une approche rationnelle, intellectuelle, basée sur des faits, basée sur la science, mais avec un sujet comme celui-là, on ne peut pas faire exception non plus de nos expériences personnelles et pour plusieurs, de la dimension de foi qui accompagne la vie et la qualité de la vie. En reculant de quelques décennies à peine, il aurait été impensable que nous ayons un débat sur la question portée par le projet de loi C-14. Et aujourd'hui, il est incontournable que nous ayons ces échanges afin de répondre aux préoccupations de nombreux concitoyens sur la qualité de la vie. Notre société est donc en constante évolution et nos institutions démocratiques, pour des raisons évidentes et parfois bien fondées, seront toujours un peu en retard sur cette sensibilité populaire. Les vœux de la majorité, cependant, ne sauraient être le seul guide de nos décisions, car si nos institutions démocratiques ne protègent pas les minorités, je demande bien qui le fera. Cependant, il y a de ces rendez-vous avec l'histoire qui marquent la vie d'un Parlement, et c'est exactement ce à quoi nous sommes conviés à la suite du jugement Carter. Conscient que le temps nous presse et nous manque à la fois pour traiter d'une question aussi vaste et aussi complexe, nous avons tout de même la chance de pouvoir compter sur l'expérience québécoise, qui, très certainement, peut devenir source d'inspiration et de réponse à nombre de questions que nous portons. Aujourd'hui, fort de cette expérience québécoise, de nos expériences personnelles et de nombreuses interventions provenant d'organismes ou de concitoyens de nos circonscriptions respectives, nous sommes appelés à prendre la meilleure décision possible quant à la façon d'offrir une aide médicale à mourir. Car il ne s'agit pas de savoir si oui ou non cette aide devrait exister. La Cour suprême a déjà tranché par le biais de l'arrêt Carter. Ce jugement unanime, faut-il le rappeler, parle fort au nom de celles et ceux qui ont mené la lutte depuis plusieurs années afin de pouvoir mourir dans la dignité. Il nous appartient donc de légiférer pour baliser cette aide de façon à ce que les droits garantis à chacun par la Charte soient respectés. Bien que très imparfait, je vous avoue qu'au moment où on se parle, je vais voter en faveur du projet de loi afin qu'ensemble, nous nous donnions la chance de le parfaire en proposant des amendements pertinents lors de l'étude en comité. Je continuerai en partant d'une expérience très personnelle parce que je pense que c'est la meilleure voie pour aborder cette question. Jusqu'à tout récemment, je dois avouer, la vie m'avait plutôt épargné de tout problème de santé important et j'ai découvert tout récemment par le biais d'un épisode de Pierre Aurin, relativement bénin, qu'on traite facilement, mais j'ai dû être confronté aux difficultés de 6 heures d'attente d'un médicament capable de soulager la souffrance que j'avais à ce moment-là. Et j'ai découvert, en plus, en racontant cet événement à quelques personnes de mon entourage, qui pour plusieurs avaient vécu une expérience similaire, à quel point les gens éprouvaient une compassion sincère et rapide face à la souffrance. Bien que relativement mineur comme problématique, cet événement m'a quand même permis, peut-être pour la première fois, de ressentir dans mon corps la douleur qu'avaient pu subir mes propres parents, tous deux décédés du cancer, et que j'ai accompagné le plus longtemps possible lors de leur passage dans une maison de soins palliatifs. Pour eux, nul doute que leur souffrance était persistante, intolérable et leurs problèmes de santé étaient graves et irrémédiables. En fait, ils répondaient en tout point aux balises établies par la Cour suprême. Dans cette maison de soins palliatifs,
On avait bien compris et on comprend encore bien aujourd'hui que personne ne doit souffrir en attendant la mort lorsque les moyens de les soulager existent. Et ce, même si les médicaments auront, dans un bon nombre de cas, pour effet secondaire de précipiter la mort. Je peux d'ailleurs vous dire que l'apaisement que je pouvais lire sur le visage de ma mère ou de mon père milite grandement en faveur de mon penchant à supporter cette loi et à tenter de l'améliorer. De ce fait, une véritable stratégie nationale de soins palliatifs devrait accompagner ce projet de loi. Et les 3 milliards promis par les libéraux en campagne pour les soins à domicile auraient dû, à mon avis, trouver place en tout ou en partie du moins dans le dernier budget qui nous a été présenté en cette Chambre. Or, il n'en est rien. Si le cancer peut frapper à tout âge et souvent sans espoir de guérison, il existe bon nombre de ressemblances avec plusieurs autres diagnostics qui ont pour effet de vous emprisonner dans des souffrances intolérables et permanentes, mais qui n'arrivent pas nécessairement avec une fin de vie. Voilà pourquoi je suis aussi troublé par le fait que le gouvernement n'ait pas appuyé son projet de loi sur le libellé des conditions dictées par le jugement de la Cour suprême qui, rappelons-le, disait en gros « Les Canadiens majeurs capables de consentir, éprouvant des souffrances persistantes et intolérables en regard d'un problème de santé grave et irrémédiable, ont ce droit protégé par la Charte d'obtenir l'aide médicale à mourir. » Voilà l'essence du jugement Carter qui donne naissance au projet de loi C-14 sur lequel nous échangeons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, que tente-t-on de faire avec ce 4e critère ajouté par le gouvernement qui dit que la mort naturelle doit être devenue raisonnablement prévisible? Je vous avoue, Madame la Présidente, que dans mon esprit, du moins, outre semer la confusion avec des termes difficilement définissables, dans le but probablement louable de rechercher le plus large consensus qui existe déjà dans la société. Sinon, nous ne serions point en train de débattre de ce projet de loi et la Cour suprême n'aurait probablement pas tranché dans le même sens s'il n'avait pas senti l'évolution de cette société-là. Alors, on s'apprête à repousser par un critère aussi flou et obligatoire, parce que la loi nous dit que pour qu'on ait accès à l'aide médicale à mourir, la personne doit absolument rencontrer les 4 critères émis dans la loi, les 3 premiers étant objectivement facilement compréhensibles, alors que le 4e est d'un flou artistique, ma foi, consommé. Alors, on s'apprête par ce 4e élément, que j'espère voir disparaître lors de nos discussions en comité, à repousser dans la Cour des personnes souffrantes l'obligation de repartir en croisade pour démontrer l'inconstitutionnalité de la loi et nous ramener exactement là où nous sommes aujourd'hui. Alors, si nous y sommes, faisons le travail jusqu'au bout, faisons le travail correctement, entendons-nous pour faire en sorte que ce projet de loi réponde à la Constitution et ne soit pas contesté par la suite et que celles et ceux qui souhaitent y avoir recours puissent enfin passer à l'action. D'autres questions demeurent sans réponse, ou pratiquement sans réponse, d'où l'importance du travail en comité qui viendra après une adoption, je l'espère, en 2e lecture. Comme nous le soulignons dans notre opinion complémentaire annexée au rapport, le gouvernement doit adopter une approche fondée sur les principes suivants pour légiférer en matière d'aide médicale à mourir. 1. La protection des personnes vulnérables. 2. La prise en compte des préoccupations éthiques de tous les professionnels de la santé. 3. La garantie d'un accès égal à l'aide médicale à mourir. 4. L'objection de conscience des professionnels de la santé. Et 5. Le respect des juridictions.
Je vois que le temps file, alors je conclurai, Madame la Présidente, en vous disant que le travail du NPD dans ce dossier-là, et je sens très bien à écouter mes collègues de tous les membres de ce Parlement, c'est de clarifier les dispositions ambiguës du projet de loi, renforcer le projet de loi pour éviter les contestations fondées sur la Charte et exiger des engagements plus fermes à l'égard des soins palliatifs et des services de soutien en santé mentale pour protéger les Canadiens les plus vulnérables. Je m'arrête ici. Merci de votre écoute, Madame la Présidente. Chers collègues, je suis disponible pour répondre à vos questions. Questions et commentaires? Questions?